Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du projet ANEAM. Donc, quelques informations pratiques avant de démarrer. Donc, le webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître, faites-nous le savoir. Et vous pouvez poser vos questions sur le chat ou lever la main pour plus d'interactivité. Ce webinaire est organisé dans le cadre du projet européen ANEAM qui porte sur le renforcement euh, des capacités et du conseil auprès des entreprises agroalimentaires sur l'efficacité énergétique. Un des partenaires français est le CRIT Agroalimentaire Sud, un centre technique basé à Avignon, et qui travaille donc, qui est dédié aux entreprises agroalimentaires, qui travaille donc notamment sur le volet environnement et plus spécifiquement sur l'énergie. Donc ce matin, on va parler de stratégie d'achat et comment donc construire une stratégie d'achat d'énergie gagnante. On a une intervention d'Antoine Devigne de Collectif Énergie, donc qui nous expliquera un petit peu en amont leur métier, comment ils interviennent auprès des entreprises. Et je voulais simplement souligner que, en tant que partenaire aussi du réseau Food in Provence qui intègre l'ARIA et l'IFRIA, nous avons été beaucoup sollicités par divers petits consultants en énergie. On en a refusé beaucoup et donc voilà, on est très heureux du partenariat qu'on a avec Collectif Énergie depuis quelques années maintenant. Et voilà, c'est pas évident de trouver, à notre sens, en tout cas les bons interlocuteurs dans ce domaine-là, donc on est très content d'en avoir un de qualité. Et Antoine, je vais te laisser donc prendre la main et je vais arrêter de partager. Mais pardon, je n'étais pas en train de partager. J'étais pas en train de partager. J'étais toujours pas en train de partager. Ben, c'est pas grave. Je te laisse la main quand même. Ok. Bah merci Yvan. Pour me représenter, pour s'il y en a qui me connaissent pas, moi je suis Antoine Deguin, je travaille chez Collectif Énergie, donc la société qui est en partenariat avec l'ARIA, l'IFRIA et Foodin sur le volet stratégie d'achat d'énergie. On accompagne les entreprises, essentiellement les industriels, et donc dans le cas aujourd'hui les industriels agroalimentaires sur le volet achat. Donc, on n'a pas cette casquette pour les industriels de courtier. On a une casquette plutôt de consultant. Donc, on vient accompagner les entreprises pour gérer leurs achats d'énergie. Collectif Énergie, ça existe depuis 10 ans maintenant. On a été créé en 2015 et on est soutenu par des acteurs type CCI, BPI et autres sur notre développement et sur la partie conseil. Aujourd'hui, je vais faire une présentation, donc je vais partager mon écran. La présentation, elle va s'articuler en trois grandes parties. La partie 1, ça va être faire un petit peu un état du marché, sans parler des fournisseurs, des prestataires et autres, mais juste voir comment se comporte le marché, puisque c'est ce qui importe le plus quand vous penchez sur le sujet des achats d'énergie. Ensuite, on va faire un constat suite à ça, les évolutions depuis notamment 2020, Covid, 2022, la guerre en Ukraine et ce qu'on traverse actuellement. Et ensuite, on parlera un petit peu de ce qui est mis en place du coup par l'ARIA suite à ce constat. Je vais partager mon écran. Je vais vous laisser me dire si vous le voyez. Et si vous le voyez, On je sais voit pas si ton vous écran, Antoine. Ouais. Donc c'est pas en mode diaporama pour l'instant. ouais, je le mets. Là, normalement, c'est en mode diaporama. Impeccable. Est-ce que c'est OK? Parfait. Donc, comme je l'ai dit, la première partie, ça va être de parler du marché, de voir un petit peu comment ça se passe sur les marchés de l'énergie, qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, qui ont été des années assez mouvementées. Donc, on a connu en 2020 une étape que nous, on a renommée une étape de plaine, c'est-à-dire le marché bougeait peu. Il y avait en plus un dispositif que vous connaissez sûrement, qui est l'Arenh, qui fait que quand il y avait un événement majeur qui pouvait faire monter le marché, il y avait ce plafond, entre guillemets, qui pouvait venir en aide aux entreprises. Ensuite, alors, j'arrive pas à passer à la slide suivante. Peu. Ensuite, on a eu une étape que nous on a appelée une étape de montagne, c'est-à-dire que les prix ont petit à petit augmenté avec un premier pic pour l'année N+1 au mois d'octobre 2021 et un second en fin d'année, ce qui a même rendu le dispositif ARENH que j'évoquais plus tôt moins cohérent puisque c'était un dispositif qui avait pour but
de venir en aide aux entreprises quand le marché montait, mais il y avait derrière un mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'écrêtement, qui fait qu'entre le prix signé et le prix payé, il y avait un écart. Parce que les volumes étaient rachetés en fin d'année s'il y avait eu trop d'arènes vendues. Et là, en fin d'année, comme on le voit, le marché était haut et donc le dispositif arène a pu desservir un certain nombre d'entreprises et même se tourner vers du prix fixe. Ça pouvait desservir à ce moment-là. Ensuite, on a eu une étape qu'on a renommée étape de haute montagne. Donc là, c'est 2022. Ça s'est accentué au mois de février, au mois de mars avec le conflit en Ukraine. Et ça a atteint son apogée au mois d'août, en fin du mois d'août 2022, avec le conflit en Ukraine qui s'est intensifié à ce moment, couplé à des réacteurs nucléaires en France qui étaient à l'arrêt. Euh, Ça a une double conséquence, c'est que bah, du coup, on n'avait plus d'électricité nucléaire, qui est une électricité bon marché, entre guillemets. Et en plus, on devait faire appel aux centrales à gaz qui, au vu du contexte, coûtaient très cher pour produire de l'électricité. Donc on a eu ce moment un petit peu chaos en 2022 avec des entreprises qui se sont retrouvées à bloquer des prix à plus de 1000 euros du mégawattheure. Euh, Parfois pour des courtes durées, dans ce cas-là, ça a pu être négocié à la baisse en dessous, à la suite. Parfois pour des plus longues durées, là ça a été compliqué, il a fallu négocier. Le médiateur de l'énergie est intervenu auprès de certaines entreprises qui étaient en difficulté. Il y a des entreprises industrielles qui ont dû se mettre à l'arrêt. Voilà, ça a été vraiment la partie 2022 a été l'étape la plus complexe sur le volet énergie. Ensuite, en 2023, on a eu une étape un petit peu accidentée, c'est-à-dire qu'on est redescendu, mais comme vous le voyez ici, on est redescendu sur des niveaux aux alentours des 150-200 euros du mégawattheure. Quand on sait qu'avant, notamment en 2019 et en 2020, on a touché un point bas à 36, avoir une électricité qui s'échange à 150 euros du mégawattheure, on était dans un côté content, parce qu'on se disait, bon, l'année dernière, c'était à plus de 1000 euros. Aujourd'hui, on est à 150, mais ça reste quand même 3, 4 fois plus cher que ce qu'on se connaissait avant la crise. Donc, ça a été une étape où beaucoup d'entreprises se sont engagées sur des longues durées de par cette peur qu'il y a eu en 2022. Nous, on a essayé de tempérer ces envies, même si on peut comprendre que quand on est une entreprise qui est passée au bord de la faillite à cause de l'énergie en 2022, avoir un prix à 150 euros, c'est raisonnable quand on a connu l'année précédente. Voilà, c'était une étape qu'on a jugée, nous, accidentée. Et aujourd'hui, on se demande si ce ne serait pas une étape de retour vers le côté plaine, entre guillemets, même si c'est quand même une plaine qui est bien plus haute que celle qu'on connaissait avant, puisque si le marché aujourd'hui tourne entre 60, 70, 80 euros du mégawattheure, sachant qu'avant on était plutôt entre 40 et 45. On a l'air d'avoir un marché qui se stabilise en termes de variation, mais qui reste quand même plus élevé, plus cher que ce qu'on connaissait avant la crise. Et donc, on peut plus, il est plus compliqué, il est moins cohérent de continuer à acheter de la même façon que ce qui se faisait avant la crise énergétique. Donc, le constat, c'est que le marché reste quand même volatile aujourd'hui. On se stabilise par rapport à 2022, on se stabilise par rapport à 2023, mais on a encore des moments, comme en ce moment avec le conflit au Moyen-Orient, où en quelques semaines, quelques jours, on peut avoir des augmentations qui sont importantes. Les facteurs géopolitiques, ils viennent aujourd'hui régulièrement, depuis 2020, balayer tous les facteurs un peu plus profonds, un peu les fondamentaux. Parfois, on a des fondamentaux qui sont très bons, et puis les États-Unis font une annonce, la France, Israël plus récemment, vont faire des annonces qui vont complètement balayer ces fondamentaux qui parfois peuvent être positifs. Comme on le voit, donc on s'est stabilisé. Par contre, pour prendre l'exemple de la première quinzaine de juin, qui est encore très récent, en fait, on a pris 12% en 2 semaines. Donc, une entreprise qui signait le 2 juin et une entreprise qui signait le 13 juin, pouvait y avoir un écart budgétaire de 12%, sachant qu'on était souvent sur un écart budgétaire supérieur, parce que ça, c'est le niveau de marché qui prend 12%, mais les fournisseurs également s'inquiètent quand le marché va dans ce sens, et donc surévaluent leurs marges. Donc, on a vu des écarts parfois, marché plus marge un petit peu sur le risque et peur des fournisseurs, en 2 semaines, des écarts de prix, de budget annuel qu'on proposait à des clients de plus de 20%. Donc ça reste quand même un niveau très, très volatile. Là, ça a été
dû à de la corrosion. EDF qui a annoncé de la corrosion. Les réacteurs n'étaient pas encore en maintenance que déjà, rien que l'annonce d'EDF faisait monter le marché. Et ensuite, le conflit dont on entend beaucoup parler en ce moment entre l'Iran et l'Israël, qui peut agir surtout sur la partie gaz avec le sujet du détroit d'Ormuz, mais également sur la partie électricité, puisque dans le cas où on retournerait sur un contexte 2022, normalement dans une moindre mesure, mais donc on a une partie suite à l'annonce de corrosion qui pourrait partir en maintenance, une partie des réacteurs qui pourrait partir en maintenance, suivi du fait que le gaz pourrait être plus cher à cause du blocage du détroit d'Ormuz. Ça pourrait être deux facteurs qui entraînent des réactions en chaîne, et donc on est sur un marché qui reste volatile. Ce qu'on voit donc là, c'est plutôt au niveau des entreprises, c'est que ça génère une charge mentale. Aujourd'hui, on accompagne des entreprises, ou on vient à accompagner des entreprises qui, entre une offre début juin et une offre mi-juin, se retrouvent avec un budget 20% plus élevé. Donc ils se disent, ben, on n'a pas de visibilité, on n'arrive pas à avoir une stratégie cohérente face à ce marché qui ne respecte plus les fondamentaux. Avant, on y arrivait, on suivait les fondamentaux. Aujourd'hui, les fondamentaux, ils sont balayés par une annonce de tel ou tel président. Donc on se rend compte qu'on manque d'expertise pour agir sur un marché comme celui-ci, et surtout qu'on manque de temps, quoi. Aujourd'hui, avant, surveiller le marché une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, c'était quasiment suffisant pour une grande partie des entreprises. Aujourd'hui, c'est une veille qui, parfois, au moment des renégociations, doit être quotidienne pendant plusieurs mois. Et il y a des entreprises qui nous disent, bon, bah, nous, on n'a pas quelqu'un chez nous qui peut faire des actualisations tous les jours, regarder les offres des fournisseurs tous les jours, regarder le marché électricité, regarder le marché gaz tous les jours. C'est un constat qu'on fait, cette fois-ci plutôt au niveau des entreprises en réaction à ce contexte global. Le constat numéro 3, c'est que bah, c'est un petit peu une déduction des constats présents, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se disent, bon, bah, qui se sont dit au mois de mai, début du mois de juin, moi, le marché a baissé, je bloque sur un marché qui est à 60 euros. Derrière, il y a la marge fournisseur et autres, mais je bloque sur un marché qui est à 60 euros. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à surveiller? Est-ce qu'on bloque 12, 24, 36, 48 mois? Est-ce que les marges des fournisseurs sont bien cohérentes sur des offres long terme? Qu'est-ce qu'on fait pour la suite, en fait? C'est de se dire, là, ça fait 5 ans que le marché bouge de façon euh, importante à cause de facteurs qui sont parfois extérieurs au pays. Est-ce qu'on repart sur 24 mois et du coup on se repenche sur le sujet dans 24 mois, ou est-ce qu'on essaye d'avoir quelque chose de plus cohérent, une surveillance, une veille, et essayer de comprendre un petit peu les différentes solutions qu'il y a auprès des fournisseurs, que ce soit du prix fixe à l'arène qui s'arrête à la fin de l'année, ou aux offres un petit peu plus spécifiques. Donc la solution, le but, c'est d'essayer de comprendre, enfin nous, ce dont on essaie de s'inspirer, c'est que font les grands comptes, que fait la SNCF dans cette situation, que fait Airbus, que font les grandes entreprises qui ont des volumes importants de centaines de gigawattheures et qui vont donc pouvoir avoir accès à différentes solutions. Qu'est-ce qu'elles font, comment elles gèrent leurs risques, sachant que c'est des entreprises qui ne peuvent pas se permettre des variations de plus 15, plus 20, plus 30%, comment elles font. Ce qu'on voit, c'est que déjà, elles diversifient leurs approvisionnements. C'est-à-dire qu'elles ont totalement arrêté depuis maintenant plus de 10 ans d'acheter tout sur le même produit. Il y a plein de produits sur l'énergie. Il y a l'Arène qui va disparaître. Il y a le fait d'autoconsommer pour ceux qui ont des panneaux. Il y a le fait d'acheter à un producteur local, à son voisin qui lui a des panneaux. Il y a le bloc. Donc le bloc, c'est un petit peu ce qui constitue le prix d'un fournisseur aujourd'hui lambda. Et il y a le spot qui est un marché journalier. Le spot, c'est quelque chose qui est dur à suivre, qui bouge tous les jours, qui par contre depuis 5 ans est plus performant que le bloc. Donc voilà, c'est pour ça que eux, même si c'est plus performant, ça reste plus risqué et ils en prennent simplement une petite partie. Donc ils vont acheter différents produits, ils vont acheter à différentes périodes aussi. Ils vont arrêter de se dire, bon, bah, j'achète tout à un moment. Dans l'année, il y a à peu près 200 jours ouvrés. Les fournisseurs font une offre le matin, une offre l'après-midi. Il y a entre 4 et 500 prix qui sortent par an. Tout acheter en une fois, c'est faire le pari d'avoir le meilleur prix sur 4 ou 500. Les grandes entreprises, les gros consommateurs, ils ont bien conscience qu'ils n'ont pas la boule de cristal et que bien qu'ils analysent et qu'ils suivent le marché au quotidien, euh, avoir la chance d'acheter au meilleur prix quand il y a 500 possibilités, ils ont conscience qu'ils peuvent sans doute pas le faire. Donc c'est pour ça qu'ils achètent en plusieurs fois et qu'ils essayent de lier aussi les consos à leurs achats. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que
pour répondre à ça, il y a beaucoup de groupements, beaucoup de structures comme l'ARIA qui vont créer ce qu'on appelle des communautés énergétiques parce qu'en fait, ce que j'exposais plus tôt, que font les grands comptes, acheter en plusieurs fois, acheter sur plusieurs produits, bien quand même piloter leur budget parce que le but, c'est pas de se dire je pars sur quelque chose de plus spécifique et du coup, je navigue à vue, je sais pas ce que je fais, de connaître son budget malgré le fait de changer de méthodologie d'achat. Pour ça, malheureusement, les entreprises, les PME, les ETI, elles n'ont pas la possibilité d'avoir accès à tout un panel de solutions des fournisseurs parce que les fournisseurs ne vont tout simplement pas les catégoriser comme grands comptes. C'est pour ça qu'on va avoir, nous, créé des communautés et qu'il y a d'autres groupements qui vont créer leur propre communauté de leur côté. Donc, quand on crée une communauté, comment ça se passe? Donc, j'en parle parce que c'est un sujet qui est en échange aujourd'hui entre l'ARIA et Collectif Énergie. Je laisserai Yvan intervenir s'il veut compléter d'ailleurs. Mais le but, c'est de constituer une communauté pour pouvoir se présenter auprès des fournisseurs et présenter des simulations, des scénarios aux entreprises qui font partie de cette communauté. Ensuite, si jamais cela correspond aux besoins et cela répond aux attentes des adhérents de l'ARIA dans le cas présent, il y a le côté choisir un fournisseur. Si ça ne convient pas, il n'y a pas d'engagement, bien sûr. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie une stratégie. C'est-à-dire que on s'est dit tout à l'heure que tout acheter en une seule fois, aujourd'hui, ça pouvait être risqué. Mais acheter en plusieurs fois, ça peut aussi l'être. Donc, on va essayer de se dire, bon, bah, voilà, est-ce qu'on a un profil plutôt prudent? Est-ce qu'on a un profil plutôt équilibré? Ou est-ce qu'on va aller chercher de la performance, sachant qu'on prend plus de risques? Donc, ça va être la troisième étape. Ça va être de se dire, bon, bah, comment je déploie ma stratégie? Comment on a décidé ensemble d'une stratégie? Et je reviendrai dessus après sur des retours d'expérience qu'on a menés. Donc, la phase 1, donc là pour parler un petit peu plus de l'ARIA, la phase 1, ou plutôt la phase de lancement, elle est potentiellement prise en charge, le coût est potentiellement pris en charge par l'ARIA pour ses adhérents. Euh, Ça, je laisserai aussi Yvan compléter. Ensuite, signer en fait la phase de lancement, c'est-à-dire avoir accès à l'étude qui est liée à cette phase de lancement, donc l'étude de savoir, ben voilà, j'ai payé jusqu'ici tant, combien je pourrais payer en communauté si je m'engage dans une communauté, ça n'engage à rien, cette étude. C'est-à-dire que nous, on restitue une étude, on fait un premier tour, un premier sondage, des premières simulations, et derrière, les entreprises adhérentes ne sont pas spécialement obligées d'aller signer le contrat final qui va être sélectionné. Donc voilà, après, il y a ce côté abonnement, savoir si on continue ensemble ou non. Ça, c'est à définir ensemble, mais il n'y a pas d'obligation en fait. S'engager dans la phase de lancement, ça n'a aucune contrainte de dire je vais m'engager à signer un contrat de fourniture via la communauté. C'est un autre sujet. Sur cette Je phase vais de peut-être lancement, oui, compléter, vas-y, pardon Yvan. Antoine, effectivement, puisque tu présentais là sur la slide précédente, là, sur la phase d'étude, dire qu'il y a, voilà, nous l'objectif avec l'ARIA, puisqu'effectivement cette communauté, elle serait plutôt portée par l'ARIA, parce que c'est ce qui nous semble le plus logique au sein du réseau Food in Provence. Mais la motivation, c'est d'emmener le plus d'entreprises dans cette communauté, et c'est pour ça que l'ARIA prévoit normalement de prendre en charge cette étude, parce que derrière, bah, pour nous un volume important, meilleurs finalement seront les tarifs. Et voilà, nous, l'objectif, c'est vraiment d'apporter ce service-là à nos PME. C'est ça. Mais en fait, voilà, ce côté, donc pour rebondir sur ce que dit Yvan, si cette étude est prise en charge par l'ARIA, c'est-à-dire que vous recevez une étude sans frais et vous voyez si ça convient d'aller plus loin ou non. Je dirais que ça ne coûte rien, c'est le cas de le dire. Et au moins, vous avez cette première étude qui est une étude collective qui vous permet de voir un petit peu, bon, bah voilà, qu'est-ce que ça peut donner par rapport à ce que je paye aujourd'hui, par rapport, même si vous avez déjà reçu d'autres offres, par rapport à tout ça, comprendre un petit peu ben, quel peut être l'intérêt de partir sur ça. Sur cette phase de lancement, nous, pour la réaliser, on a besoin juste d'informations en fait pour connaître le périmètre des entreprises et de consulter les données de conso. C'est la seule chose dont on a besoin. Ça, c'est pareil, c'est pas engageant. Nous, pour consulter les données, on fait signer une autorisation parce qu'en fait, on a des contrôles par Enedis une fois par an qui nous disent bon, ben voilà, sur tel point de livraison, vous avez consulté les consos, prouvez-nous que l'entreprise était OK. Donc, plutôt que de revenir après faire signer les autorisations, nous, on les fait signer dès le début, et même si on n'est pas contrôlé sur votre point de livraison, au moins tout est carré au niveau juridique.
Et ensuite, on présente l'étude collective. Donc ça, va falloir définir ensemble une date limite. Sur la phase 1, donc moi je l'ai mise aujourd'hui sur le mois d'août, mais voilà, la phase 1, suite à la phase de lancement, après, il faudra s'accorder sur les dates, savoir avec qui vont, voir avec la disponibilité des entreprises. C'est que le mois d'août aussi est un mois un petit peu qui peut être un petit peu où ça peut être un peu compliqué de se rendre disponible. Mais sur la phase 1, en tout cas, peu importe les dates, le but c'est de présenter les scénarios de gestion de risque et de se dire à la fin de la phase 1, est-ce qu'on signe pas le contrat avec les fournisseurs. Ça, vous voyez donc les fournisseurs qui sont. Oui, Yvan? Ouais, sur les dates, effectivement, on est pressé par certaines entreprises et je le comprends. Donc voilà, on va essayer effectivement de démarrer rapidement. Il faut que ça se C'est mette ça. en œuvre, mais voilà, Bah, on bah, en aimerait fait, pouvoir démarrer au plus tôt. la phase de lancement, voilà, il faudrait qu'elle soit lancée peut-être en mois de juillet, de se dire, voilà, on récupère les infos, on fait les préétudes. Cette étude, on la présente via les scénarios de gestion de risque en août, voire fin juillet, enfin, au plus tôt si c'est possible. C'est-à-dire que nous, plus on a les infos tôt, plus on peut le faire tôt, il n'y a pas de souci. À la fin de cette phase 1, on se dit, est-ce qu'on signe les contrats? Et ensuite, bah voilà, on déploie la stratégie. C'est-à-dire que si l'AREA se dit, bon, bah, nous, on a un profil sécuritaire, etc., bah, on déploie une stratégie sécuritaire. Et ensuite, on a un suivi. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un contrat de 24 mois qui est signé, bah, en fait, souvent, c'est je signe un contrat avec mon fournisseur, puis on se revoit dans un an, on se revoit dans 2 ans. Mais parfois, il est possible que, notamment en communauté, là où on a plus de flexibilité, plus de poids auprès des fournisseurs, que dans quelques mois, le fournisseur dise, bon, bah, voilà, vu le contexte marché, on peut proposer un lissage à la communauté, on peut proposer ceci, on peut proposer cela. Donc, nous, il faut vraiment qu'on continue à suivre. Après, il y a des entreprises qui pourront se dire, bon, moi, je préfère rester en accompagnement individuel, et dans ce cas-là, on restitue des offres et il peut y avoir une signature de contrat préfixe. C'est pour dire voilà, qu'il y a quand même deux possibilités. La communauté énergétique, c'est ce qui a le plus de valeur, c'est ce qui va apporter le plus de flexibilité, plus de cohérence et le plus de visibilité, mais il y a toujours des entreprises et on le comprend, qui ont besoin de rester sur cet accompagnement individuel qu'on propose déjà, nous, aux adhérents de l'ARIA, depuis maintenant 2021 ou 2022. Je me souviens plus la signature de notre accord. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste possible. La communauté ne veut pas dire qu'on arrêtera d'accompagner les adhérents de façon individuelle pour ceux qui le souhaitent. Je vous ai mis un petit retour d'expérience d'une communauté. Rapidement, en fait, quand on intègre une communauté, donc là, on a eu un profil défensif sur 26-27 et un profil attentiste sur 28-29. C'est un GIE, donc c'est un groupement d'intérêt. Et en fait, on a eu un prix cible et un prix plafond. C'est-à-dire de se dire, voilà, si on dépasse un certain prix, on bloque. Si on va au prix cible, on bloque. Et tant on vogue entre ces deux-là, on ne fait rien. Et dans ce cas-là, l'entreprise, au moins, au contraire d'un prix complètement indexé et sans connaître son budget, le but c'est de se rapprocher d'un prix fixe en se disant, bon voilà, si on va au prix plafond, vous paierez 70. Si on va au prix plancher, vous paierez 65. Comme ça, vous pouvez connaître votre budget maximum, votre budget minimum. Et il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est pas parce qu'on est sur un prix qui n'est pas bloqué, comme va être un prix fixe, que vous ne connaissez pas votre budget. Vous connaissez en amont votre budget maximum, en amont votre budget minimum. Le but, c'est de resserrer au maximum pour qu'on ait tous les avantages de ces contrats qui sont plus flexibles, mais en gardant quand même ce côté visibilité, parce que les contrats flexibles, quand ils ne sont pas suivis, c'est un contrat où bah, parfois vous pouvez connaître votre budget d'un mois sur l'autre. Donc c'est compliqué, on a conscience que ce n'est pas possible pour le plus grand nombre des entreprises de ne pas connaître son budget à l'avance. C'est pour ça qu'on va quand même avoir un tunnel de décision et on va adopter un profil qu'on crée ensemble. Ça peut être un profil défensif, un profil un peu plus joueur pour les années qui viennent, avec un prix cible peut-être un peu plus bas, en se disant qu'on réorientera, qu'on réadaptera ce profil en fonction de ça. Et ensuite, on a sur 2028-2029, sur ce GIE qu'on a accompagné en communauté, de la même façon qu'on envisage d'accompagner l'ARIA, un tunnel de fixation un petit peu plus optimiste et un profil équilibré. Donc, on va laisser un petit peu plus de volume sur le marché, ne pas fixer tout de suite, espérer des prix plus bas, quitte à ajuster ce profil si on n'atteint pas les prix cibles au moment venu. Et voilà, je finis sur ce Rex. J'espère que c'est parlant. Je ne sais pas si c'était clair pour vous. S'il y a des questions, si Yvan, tu veux rebondir sur certains sujets, si vous voulez revenir sur certaines slides, je vous laisse la parole et je répondrai à vos questions s'il y en a.
Merci Antoine. Euh, oui, j'ai peut-être pas forcément moi de mon côté très bien compris la différence entre le profil défensif et le profil équilibré, parce que le profil équilibré, on a le tunnel de fixation. Sur le profil défensif, Oui, on essaie, on achète tout de suite l'ensemble du volume, c'est ça que tu voulais dire, mais alors, il y a pas cette, est-ce qu'il y a aussi un tunnel de décision ou pas dans ce cas-là? ça dépend de. Là, en fait, il y a un tunnel de décision, mais qui est beaucoup plus resserré. Et D'accord. une fois qu'on atteint le prix sur le profil défensif, on bloque tout. Sur le profil équilibré, quand on atteint le prix, on va faire une analyse contextuelle, c'est-à-dire avec la communauté. On va se dire, bon, bah voilà, là, on a atteint le prix. Par contre, au vu du contexte, on pense qu'on peut atteindre encore plus bas. Est-ce que vous voulez tout bloquer ou est-ce qu'on bloque qu'une partie? Et là, on réfléchit, on se dit, bon, bah voilà, on bloque tout ou on bloque qu'une partie. Sur le profil défensif, vu qu'on est sur des échéances plus courtes, donc typiquement pour 2026, il faut que tout soit bloqué avant le 31-12-2025. Dès qu'on atteint le prix cible, on ne se pose pas la question de est-ce qu'on bloque tout ou pas. On bloque tout. Ok. Mais Et sur les années 28-29, quand on atteindra le prix cible, dans le cas présent de ce GIE, on va voilà, faire un point et dire bon, bah, voilà, on a atteint le prix cible. Est-ce qu'on rebaisse un petit peu le tunnel de décision? Est-ce qu'on le revoit un peu à la baisse pour les autres positions? Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on bloque tout? On va avoir un profil un peu plus équilibré, un peu plus. Enfin, on a un peu plus de temps devant nous, en fait, c'est ça. ok. Et concernant, tu disais, là, on en discute, comment ça se passe concrètement sur la prise de décision, sur un profil équilibré, sur quel volume, quel pourcentage du volume annuel on va bloquer, au moment où on atteint un prix cible, si on considère qu'on peut peut-être atteindre encore un meilleur prix. Comment ça se passe pour pas que finalement, les décisions soient bloquées, que ça avance pas. En fait, on dit toujours, voilà, à plusieurs. On avance Oui, moins vite, mais on va plus loin. Comment on fait justement pour que cette décision puisse être prise quand même, relativement rapidement et sans que ce soit pénalisant pour derrière le prix? bien sûr. Bah, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, c'est en fin de phase 1, on présente les scénarios. On vous dit, voilà, si vous partez sur tel type de prix, sur tel type de scénario, voici le risque. Si vous partez sur tel type de scénario, voici le risque, voici les avantages. Vous pouvez partir sur un an, sur 2 ans. En fait, c'est la présentation des scénarios qui est un petit peu ce moment de réflexion à dire, bon, bah voilà, on va partir sur ça ou alors sur ça. Et là, on se met d'accord et on bloque ensemble le profil avec des budgets qui sont préétablis, un budget maximum, un budget minimum, avec un tunnel le plus resserré possible. On essaye d'avoir une variation de plus ou moins 5%, pas au-delà. Comme ça permet aux entreprises de connaître leur budget. Mais ça, c'est vraiment une fois qu'on a analysé les profils, l'énergie, je le répète souvent, mais c'est une matière qui est différente. C'est vraiment en fonction des profils de consommation de la communauté qu'on va avoir quelque chose de cohérent. Donc, on a besoin de connaître les profils, on a besoin de voir les échéances, on a besoin de recadrer un petit peu le besoin. Et c'est à la restitution en fait de cette étude et donc prise en charge par l'ARIA qu'on se dit sur quelle stratégie on va. Je sais pas si c'est clair, si ça répond bien à ta question. Oui, donc une fois que la stratégie est définie, c'était sur la slide suivante, là, sur le profil, euh, pardon, pas défensif, mais équilibré, je crois. Oui, Après, une fois que la stratégie a été définie, du coup, là, c'est collectif. Enfin, c'est vous qui allez dire, ben, voilà, on regarde cette stratégie, on considère que là, on a un prix fixe qui nous semble, enfin, pardon, on a atteint le prix cible, on bloque oui, peut-être 40% du volume parce qu'on pense qu'il y a encore matière à ce que ça baisse. Après, c'est vous qui avez la c'est main ça. sur la décision En en fait, accord avec la stratégie qui a été définie collectivement, hein. exactement. La stratégie, c'est l'ARIA qui définit, l'ARIA, les adhérents, enfin ensemble, qu'elle les définit, qu'elle les choisit. Et après, c'est nous qui la déployons. Donc, on se dit, enfin, c'est un petit peu comme Euh, en soi, c'est un marché boursier, hein, donc je pourrais presque reprendre le côté quand vous ouvrez une assurance vie et que vous dites bon bah je veux un profil prudent, équilibré ou dynamique, c'est ça les mots qu'ils utilisent. Bah, si vous dites je veux un profil équilibré, bah, votre gestionnaire d'assurance vie il va déployer une stratégie équilibrée. Si vous dites je veux un profil prudent, il va déployer. Mais c'est vous qui choisissez la stratégie et c'est le gestionnaire assurance vie qui la déploie. Et ben, honnêtement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez définir votre profil en fonction des scénarios. On va vous dire, bah, voilà, en prudent, en équilibré ou en dynamique, voici les résultats qu'on peut espérer avoir, les risques que vous prenez.
En prudent, vous ne prenez aucun risque et voici le résultat. En équilibré, vous prenez un peu plus de risques et voici le résultat. Et en dynamique, vous prenez beaucoup plus de risques, mais voici ce que vous pouvez espérer. Qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, une fois qu'on est d'accord sur ce que vous voulez, nous, on va déployer. C'est vraiment le parallèle avec l'assurance vie, il est plutôt bon. Parce qu'on est en plus sur des marchés boursiers comme l'assurance vie, même s'il y a des fonds euros, etc., qui sont un petit peu différents, mais en soi, l'électricité a un marché boursier. Ok, très bien. Merci beaucoup Antoine pour cette précision. A priori, je ne vois pas d'autres questions. Eh ben, je propose, on va le faire, on va faire un petit peu en sens inverse aujourd'hui. Donc, je vais terminer par une présentation du projet, puisque J'arrête le j'ai pas fait. partage. Ouais, si tu peux arrêter le partage, et moi, je vais envoyer. Donc, merci beaucoup Antoine. Hop, et je vais faire la présentation du projet. Hop, normalement, ouais, c'est un écran. Voilà, donc ça, c'était la présentation enfin, une des présentations de ce matin donc, sur la stratégie d'achat d'énergie. Et pour expliquer un petit peu le cadre dans lequel ces webinaires s'inscrivent, je vais dire quelques mots du projet AENEAM. Donc, c'est un projet européen financé par des fonds du programme LIFE, qui a une durée de 36 mois, qui a démarré en janvier 2024 et qui va se terminer donc en décembre 2026, avec un budget d'un peu plus d'1,5 million d'euros. Ce projet donc implique 4 pays. Donc, il est coordonné par l'AIN, donc un centre technique espagnol. Et dans chacun des pays, on a un petit peu la même structure, donc avec le centre technique et un organisme régional, donc la Solvitza pour l'Espagne. On a également donc l'Italie, la Pologne et la France. Donc en France, j'ai déjà 2 mots sur le CRIT. L'autre partenaire français de ce projet, donc c'est le pôle InnoAlliance. En Italie, les 2 partenaires donc, sont la Conf Industria, donc, qui est la représentation de l'industrie en Italie avec un bureau d'études. Et en Pologne, on a le même type d'acteur avec un cluster régional d'entreprises et un bureau d'études dédié à l'énergie. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans le cadre de ce projet? Donc, on a réalisé 20 audits énergétiques en France. Et donc, ça s'est déployé dans chaque pays. Donc, il y a en tout 80 audits qui ont été réalisés. Là, on est en phase 2. Donc, on est sur le programme, ce qu'on appelle le programme d'accélération. On fait le transfert de connaissances vers les entreprises agroalimentaires. Et la suite de ce projet, ça va être la mise en œuvre des mesures qui auront été identifiées lors des audits énergétiques et permises notamment aussi par le programme de renforcement des connaissances. Donc, j'ai déjà indiqué le nombre d'audits réalisés et un des objectifs, c'est d'avoir donc un taux de transformation des actions des audits de 50%. Donc, d'avoir la moitié des actions qui soient réellement mises en œuvre, notamment par tout l'accompagnement qui sera fait. Je passe très vite sur l'écosystème du projet. Donc, vous avez les 8 partenaires du projet. Et après, il y a tous les autres partenaires. Donc, par exemple, comme Collectif Énergie, qui finalement va s'inscrire en tant que fournisseur de solutions sur le volet achat d'énergie. On a vu hier notre entreprise qui était sur la solution de fourniture de compteurs, qui propose des solutions pour mettre en service de façon très simple du comptage dans les entreprises agroalimentaires sur le volet spécifiquement énergie, mais aussi plus largement. Donc voilà, c'est au-delà des partenaires, il y a tout un écosystème qui est impliqué dans ce projet, et y compris notamment des organismes financiers pour le financement de certaines recommandations. Un petit mot pour vous dire que donc, cet après-midi, on va poursuivre avec de 14h30 à 16h30 la restitution d'une étude qui a été menée sur la décarbonation de l'industrie agroalimentaire, et donc une étude qui a été financée par le CTCPA et la Structuralis, et dans laquelle je suis intervenu, et donc je vous présenterai cet après-midi. Et demain, on aura un webinaire sur l'ISO 50001, demain matin. L'après-midi, on parlera de communication responsable. Et enfin, le vendredi, on terminera par les financements privés avec un focus en particulier sur les C2E. Voilà pour la présentation de cette semaine. Merci à tous pour votre participation. Et puis, donc, ce webinaire sera disponible en replay si vous n'avez pas pu assister à l'intégralité de la présentation.
Donc, on va maintenant vous faire passer un petit questionnaire pour satisfaction. Donc, si vous allez vous allez l'avoir sous les yeux dans quelques minutes normalement, quand il apparaît. Donc, on vous laisse y répondre. Et puis, donc, suite à la réponse à ce questionnaire, on pourra vous faire passer aussi les supports de la présentation. Merci à tous et à très bientôt. Merci.